Une femme est retrouvée morte. Mais comment le tueur s'est-il procuré le code d'accès de sa maison? Comment a-t-il pu entrer aussi facilement chez elle pour fouiller dans ses effets personnels? Comment pouvait-il connaître tous ses faits et gestes? Le décryptage de ces lettres anonymes va permettre d'avoir la réponse à ces questions et de le démasquer. Une experte en assurance disparaît lors d'une inspection de routine chez un particulier après une tempête. Les enquêteurs trouveront les premiers éléments dans un cours d'eau, mais ce sont les preuves médico-légales récoltées sur une pièce de moto et une enveloppe de banque qui leur fourniront le mobile. Bonjour, voici un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Voyez-vous, dans certaines affaires de meurtre, un corbeau vient brouiller les pistes des enquêteurs. Tenez, rappelez-vous l'affaire du petit Grégory. C'était le 16 octobre 1984. Le corps du garçon âgé de 4 ans était retrouvé sans vie dans la Vologne. Le lendemain de cette macabre découverte, le père de la victime, Jean-Marie Villemain, recevait une lettre anonyme revendiquant le crime. Cette lettre n'était en fait que le point final d'un harcèlement du corbeau envers les parents de Grégory, qui durait déjà depuis 4 longues années. Hélas, lors de l'enquête, les analyses graphologiques se suivent et se contredisent. La salive retrouvée sur les timbres se refuse à parler et l'identité du corbeau reste mystérieuse. Les experts de la police auront-ils plus de chance dans l'histoire que nous allons suivre aujourd'hui? En 30 ans, les techniques scientifiques se sont perfectionnées. Mais c'est l'aide d'un linguiste réputé qui va marquer un réel tournant dans cette enquête. D'après une étude récente, 2% des hommes et 8% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement au moins une fois dans leur vie. Charlene Hummert, 48 ans, n'aurait jamais pensé en faire partie. Elle est mariée depuis 20 ans et elle a 3 enfants. Elle est assistante administrative dans la fonction publique. C'était une femme adorable, très gentille, très serviable. Elle était très pieuse. Elle allait à l'église tous les dimanches. C'était une bonne mère et une amie fidèle. C'était la personne la plus chaleureuse, la plus bienveillante et la plus généreuse que j'ai jamais connue. Tout commence en 2001 lorsque Brian, le mari de Charlene, trouve une enveloppe sur son pare-brise. À l'intérieur, une photographie de sa femme accompagnée d'une lettre. Voici la preuve que ta femme est une traînée. J'ai couché avec elle. Elle a abusé en prévenant ma fiancée. Tout est de sa faute. Elle me le paiera. Charlene tombe des nues. Elle assure à son mari qu'elle n'a jamais eu d'aventure et elle ne voit pas du tout qui pourrait avoir écrit cette lettre. Je lui ai dit d'aller voir la police. C'était tout de même grave. Visiblement, cet individu avait du temps à perdre. Et selon toute vraisemblance, ce n'était pas bon pour Charlene. La police met la maison de Charlene sous surveillance, ce qui n'empêche pas le corbeau de récidiver. J'avais peur pour elle. Franchement, il y avait de quoi. Dehors, tout le monde nous semblait suspect. Cette histoire nous a mis sur les nerfs pendant des semaines. On n'avait aucune piste, aucun suspect qu'on aurait pu interroger. On a fait examiner les lettres et les photos à la recherche d'éventuelles empreintes digitales, mais ça n'a rien donné. À en croire sa dernière lettre, le corbeau en sait long sur le système d'alarme de la maison de Charlene. Je sais que vous avez des caméras. Les amis de vos enfants ont la langue bien pendue. Je sais aussi que le code de la maison est 7805. Bien entendu, toute cette histoire provoque des tensions au sein du couple. Selon Brian, Charlene a quitté le domicile conjugal après une violente dispute et depuis, elle n'a pas donné signe de vie. Même ses enfants ne savaient pas où elle était. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais sans succès. J'ai commencé à m'inquiéter. La police diffuse un avis de recherche à toutes ses unités pour tenter de retrouver la voiture de Charlene. Elle est localisée le lendemain matin sur le parking d'un supermarché. Le corps de Charlene est à l'arrière, dissimulé sous une couverture. Elle a été étranglée. Sa famille est persuadée que c'est le corbeau qui l'a tuée.
Mais un détail interpelle pourtant David, 20 ans, le fils aîné des Hummert. La nuit où sa mère a disparu, le jeune homme était sorti. Il avait passé la soirée dans la maison d'un ami et n'était rentré au domicile familial que vers 5 heures du matin. À ce moment-là, la Land Rover de sa mère était encore dans l'allée. Pénétrant dans la maison, David avait trouvé son père devant son ordinateur. Étonné de le voir veiller si tard, il l'interrogea. Et d'une voix calme, Brian Hummert expliqua qu'il s'était disputé avec Charlène et que celle-ci avait appelé quelqu'un, il ne savait pas qui, pour venir la chercher en voiture. Quelques minutes plus tard, elle avait quitté son domicile. Le lendemain matin, au réveil, David s'est rendu compte que la Land Rover de sa mère avait disparu. Serait-elle revenue pour la chercher dans la nuit? Cela lui paraît étrange, mais il ne sait pas encore quoi en penser. L'autopsie du corps confirme qu'elle est bien morte par strangulation. D'après le médecin légiste, toute une mise en scène a eu lieu après le meurtre de Charlene. Son pantalon était à l'envers, ce qui laissait à penser qu'on l'avait probablement habillée après l'avoir tuée. Ses vêtements étaient humides dans le dos, alors que l'arrière de la voiture était sec. Il y avait donc de fortes chances pour qu'on ait transporté son corps. Plusieurs éléments prouvent que l'assassin a transporté le corps de Charlene après l'avoir tué. Les marques qu'elle avait au niveau du sacrum ou du coccyx laissaient à penser qu'on avait traîné son corps. Il y avait des graviers et de la boue incrustée dans la peau. Il n'y avait pas eu de saignement, ce qui voulait dire qu'elle était déjà morte lorsque c'est arrivé. Les enquêteurs envoient des échantillons de la terre et des graviers retrouvés sur le corps à 2 laboratoires indépendants. Malheureusement, les analyses ne donnent rien et ne permettent pas de déterminer leur provenance. Sur la scène de crime, les employés du supermarché donnent toutefois à la police une information intéressante. D'après eux, la voiture de Charlene était déjà sur le parking au petit matin lorsqu'ils sont arrivés pour travailler. Les enquêteurs pensent qu'il y a de fortes chances pour que le tueur soit entré dans le magasin. S'il avait abandonné le véhicule comme ça sur le parking, le conducteur aurait attiré l'attention. Les gens auraient forcément trouvé ça louche comme attitude et ils auraient donné l'alerte. Ils décident donc de visionner les bandes de vidéosurveillance du supermarché pour voir tous les clients qui étaient là à l'ouverture. Un homme en particulier attire leur attention. Il porte une doudoune bleu marine, un bonnet en laine et des gants rouges. Et visiblement, il ne tenait pas à se faire remarquer. Bizarrement, il n'a acheté qu'un seul article, des biscuits pour chiens. C'est plutôt inhabituel. On ne va pas au supermarché le samedi à 6 heures du matin pour acheter seulement un paquet de biscuits pour chiens. Malheureusement, la qualité des images ne permet pas d'identifier l'homme en question. C'était à la fois frustrant et décevant de voir qu'on n'arrivait pas à distinguer nettement le suspect sur les images de vidéosurveillance. Et même après les avoir envoyés à un laboratoire spécialisé pour les rendre plus nettes, on n'arrivait pas à voir son visage. Les enquêteurs envoient alors les bandes à un expert en photogrammétrie assermenté. La photogrammétrie permet de créer une image en 3D à partir d'une image en 2 dimensions, grâce aux mathématiques et à la physique. Heureusement, les caméras de surveillance du magasin sont fixes. La direction fournit à l'expert les dimensions des dalles qui recouvrent le sol, ce qui permet d'obtenir un ordre de grandeur par rapport au pied du suspect. Dans ce cas, la configuration était idéale. On avait les dimensions des dalles au sol. Il avait un pied par terre et il s'apprêtait à avancer l'autre. Dans cette position, il n'y a plus qu'à traverser une ligne verticale de bas en haut. Et en fonction de l'échelle, on peut déterminer la taille de l'individu. L'expert utilise ses caméras de surveillance pour photographier une sorte de toise posée exactement au même endroit que le suspect. En prenant la taille des dalles comme élément de référence, Williamson effectue des calculs et parvient à déterminer que le suspect mesure 1,70 m.
C'est un élément capital. Cette technique permet d'obtenir des informations dont on n'aurait jamais pu avoir connaissance autrement. Les enquêteurs sont persuadés que la terre retrouvée sur le corps de Charline permettra d'identifier le suspect. Les premières analyses n'ont rien donné, mais ils refusent de baisser les bras et demandent tout de même son aide à Skip Palahniuk, un microscopiste médico-légal mondialement réputé. Ça fait quand même 52 ans que j'examine de la Terre au microscope. Palahniuk commence par récupérer la terre accrochée aux fibres des vêtements de Charline, et pour cela, il a une technique bien à lui. J'ai utilisé un diapason, et ce pour deux raisons. Un, ça permettait de regrouper toute la terre, et deux, de la séparer des fibres du pantalon qui étaient très nombreuses. Une fois l'échantillon débarrassé de toute particule, Palahniuk l'observe au microscope et découvre qu'il s'agit d'une terre bien particulière. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu une telle variété de minéraux. L'échantillon contient du carbure de silicium et de la magnétite, mais on y trouve aussi des traces de fer. Selon toute vraisemblance, on avait affaire à quelqu'un qui faisait de la mécanique, qui affûtait des outils ou utilisait un chalumeau. Palahniuk compare la terre retrouvée sur Charline avec 5 autres échantillons. Certains proviennent de son quartier, d'autres de zones plus éloignées. L'expert finit par déterminer que la terre sur les vêtements de la victime provient de sa propre allée. Quand je lui ai dit que le fils faisait de la mécanique et s'entraînait dans l'allée, il m'a dit que ça correspondait exactement à ce qu'il avait trouvé. C'était exactement ça. Les enquêteurs savent maintenant que le tueur mesure 1,70 m, qu'il porte une doudoune bleu marine et des gants rouges. Et qu'il a traîné le corps de Charline le long de son allée après l'avoir assassiné. Ce qui réduit considérablement la liste des suspects potentiels. Si Charline a été traîné dans l'allée devant sa résidence, comme le prouvent les analyses scientifiques, alors son meurtrier est probablement quelqu'un de sa famille. Quelqu'un qui aurait été là la nuit du meurtre. Les Hummert avaient 3 enfants. David, 20 ans, Tracy, 19 ans et Dean, 12 ans. Selon leur tante Bonnie Meyer, lorsque leur mère a disparu, David et Tracy étaient sortis chacun de leur côté avec des amis. Et le plus petit, Dean, se trouvait à l'église. Mais la police ignore en fait l'heure exacte de la disparition et de la mort de la femme. L'autopsie a seulement établi qu'elle avait été étranglée entre le 19 et le 20 mars. A-t-elle été tuée dans la nuit, avant 5 heures du matin, ce qui désignerait son mari comme le meurtrier? Ou était-ce un peu plus tard, une fois que les 2 aînés étaient rentrés de leur soirée? Pour l'instant, rien ne l'indique. Brian Hummert prétend que sa femme Charline a quitté le domicile conjugal le vendredi soir. Leurs 3 enfants étaient sortis avec des amis et ils ont commencé à se disputer. Charline a ensuite quitté la maison vers 22h30 et elle n'est jamais revenue. Je suis rentré chez moi vers 4 ou 5 heures du matin. Elle aurait pu le quitter, c'était possible. Mais elle ne serait jamais partie sans nous prévenir, ma sœur et moi, et en laissant mon petit frère. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent la maison familiale. Ils découvrent un câble rouge que la famille utilise comme laisse pour le chien. Et bizarrement, ce câble n'est pas sans leur rappeler quelque chose. Il y avait une petite pièce métallique sur une partie de la laisse, qui correspondait étrangement avec une des marques que j'avais observées sur le devant de son cou. Nous en sommes arrivés à la conclusion que cette laisse rouge était l'arme du crime, ou tout du moins que le tueur avait utilisé un objet très similaire pour la tuer. Après cela, Brian Hummert change tout à coup sa version des faits. Il n'a pas tué sa femme. Il est innocent à 100%. Par l'intermédiaire de ses avocats, Hummert prétend désormais que c'est son fils, David, le coupable. Il aurait tué sa mère après une dispute.
C'est complètement ridicule, ça m'a mis en colère qu'il fasse ça. Mais en même temps, la défense avait besoin d'un bouc émissaire. C'est toujours plus commode d'accuser quelqu'un d'autre. Ces accusations étaient totalement grotesques. Tout le monde s'accorde à dire que Charlene avait d'excellentes relations avec ses enfants, et en particulier avec David, son aîné. Ceux qui connaissent David et Charlene savaient que c'était totalement impossible. Il était tout pour elle, et elle était tout pour lui. En revanche, les relations au sein du couple n'étaient pas aussi harmonieuses. Elle n'était pas heureuse avec lui. Ils se disputaient beaucoup et elle avait l'intention de le quitter. Elle était déjà partie une fois, apparemment parce qu'il était violent avec les enfants. Mais avant que les enquêteurs n'aient le temps de faire quoi que ce soit, ils reçoivent une lettre qui innocente Hummert. J'ai reçu la lettre au commissariat. Elle m'était personnellement adressée. Son auteur s'accusait du meurtre de Charlene. Ça disait « Ce n'est pas son mari qui a tué Charlene, c'est moi. » Et c'était signé John. L'auteur de la lettre prétend avoir tué Charlene parce qu'elle voulait mettre un terme à leur relation qui durait depuis 9 mois. Elle voulait casser, alors je lui ai cassé le cou. C'est ma 5e victime, je commence à avoir la main. C'était tellement facile de faire accuser le mari à ma place. C'est le coupable idéal. Les enquêteurs envoient cette dernière lettre, ainsi que celle du Corbeau, au docteur Robert Leonard, un éminent linguiste, qui ne se destinait pas du tout à faire carrière comme expert judiciaire. Au départ, il était l'un des fondateurs du groupe de rock Shanana, mais la lecture d'un de leurs contrats a bouleversé sa vie. Ce jour-là, je me suis aperçu que les contrats stipulaient toujours autre chose que ce qu'on pensait à la première lecture. C'est grâce à ça que j'ai découvert l'importance de la linguistique. La linguistique pourra-t-elle résoudre un crime là où les enquêteurs ont échoué? La discipline a déjà fait ses preuves. C'est grâce à elle que Ted Kaczynski, un terroriste anarchiste, plus connu sous le nom de Unabomber, fut arrêté le 3 avril 1996, et c'est ainsi que prit fin la traque la plus coûteuse de l'histoire du FBI. Pendant 18 ans, Unabomber envoya 20 colis piégés, faisant une vingtaine de blessés et 3 morts, sans que la police ne parvienne à lui mettre la main dessus. Jusqu'à ce que James Fitzgerald, un agent du FBI spécialiste de linguistique, compare les écrits de plusieurs suspects au manifeste d'Unabomber publié dans le Washington Post en juin 1995. Le rapport du linguiste a été déterminant dans l'arrestation et dans la condamnation de Ted Kaczynski par l'analyse de son style et de son vocabulaire. Il a pu constituer l'élément de preuve fondamental de sa culpabilité. L'analyse des écrits va-t-elle se révéler aussi décisive dans notre affaire? Voyons donc notre expert linguiste à l'œuvre. Lorsque le docteur Leonard examine les lettres du Corbeau et celles du prétendu tueur, il remarque quelque chose d'étrange. L'auteur des lettres utilise une formule de rhétorique plutôt inhabituelle appelée antanaclase, une figure de style qui consiste à utiliser 2 fois le même mot dans une phrase en lui donnant 2 sens différents. Le tueur disait par exemple « Elle a voulu casser avec moi, alors je lui ai cassé le cou ». Il emploie cette tournure ironique pour faire de l'humour noir. Or, le Corbeau utilise justement le même procédé linguistique. Je me suis fait abuser car elle avait abusé en prévenant ma fiancée. Cette tournure est extrêmement rare. Pour le docteur Leonard, il ne fait donc aucun doute que le Corbeau et le tueur ne font qu'un. Non seulement ces 2 lettres avaient été envoyées avant et après la mort de cette pauvre femme, mais en plus, on y retrouvait le même procédé stylistique très caractéristique. Donc il y avait vraiment très peu de chances pour que ce soit une coïncidence. Mais la linguistique pourra-t-elle à elle seule permettre d'identifier le tueur?
Ignorer les informations apportées par le langage, c'est ne pas tenir compte de preuves essentielles qui pourraient permettre de résoudre une affaire. Le docteur Leonard examine tout d'abord des écrits de Brian Eumert. Comme il s'agit principalement de courriers à caractère professionnel, il n'y trouve effectivement aucun exemple d'antanaclase. Mais quelque chose attire tout de même son attention. Nombre d'entre nous utilisent des formes contractées pour s'exprimer. Par exemple, « t'es pas là » au lieu de « tu n'es pas là ». Eumert utilise systématiquement la forme contractée dans les phrases négatives. Mais il ne le fait jamais dans les phrases affirmatives. Il dit toujours « tu es là » au lieu de « t'es là ». Or, le corbeau fait exactement la même chose. Il utilise la forme contractée dans ses tournures négatives. « Je sais pas »,« elle peut pas », et ainsi de suite. Mais jamais dans les phrases affirmatives comme « tu as raison »,« tu aurais aimé »,« tu as renoncé ». En anglais, presque tout le monde utilise la contraction dans les deux formes. Or, ce n'était pas le cas du corbeau, ni du prétendu tueur en série. L'auteur des lettres utilisait parfois la contraction à la forme négative, mais jamais à la forme affirmative. Ce petit détail suffit au docteur Leonard pour identifier le tueur. Parmi tous les écrits que j'ai examinés, les seuls où j'ai retrouvé cette tournure grammaticale étaient ceux du suspect Brian Eumert. Pour chien. Ce ticket confirmait qu'il s'était bien rendu dans le supermarché en question. Au petit matin du 20 mars 2004, c'était une preuve accablante. Brian est inculpé de meurtre. Le procureur pense qu'au départ, il voulait sauver son couple. Son mariage battait de l'aile. Alors il a tenté le tout pour le tout et il a inventé ce mystérieux corbeau. Ça lui permettait de passer pour un héros. Il pensait que grâce à ça, sa femme se rapprocherait de lui et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais au lieu de cela, les lettres du corbeau n'ont fait qu'accentuer les tensions au sein du couple. Le procureur pense même que Charline avait découvert que le mystérieux corbeau n'était autre que son mari. Le soir du meurtre, les trois enfants sont sortis avec des amis. Une dispute éclate entre Charline et Brian. Brian s'énerve et devient comme fou. Il attrape le premier objet qui lui tombe sous la main, la laisse du chien, et étrangle sa femme avec. Il habille ensuite le corps de son épouse, mais enfile son pantalon à l'envers. Il traîne son corps jusqu'à la voiture, ramassant au passage la terre caractéristique de son allée. Puis il se rend dans un endroit près de chez lui, où il pourra abandonner le véhicule de sa femme, en l'occurrence le supermarché. Il entre dans le magasin pour acheter des biscuits pour chiens afin de ne pas éveiller les soupçons. Mais c'était sans compter les caméras de vidéosurveillance. À elle seule, une image est toujours plus parlante que des mots. Et là, c'était on ne peut plus vrai. En octobre 2006, Brian Eumert est jugé coupable d'assassinat. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Je ne pensais pas que mon père pouvait faire une chose pareille. Au contraire, il faisait tout pour que ça marche entre eux. Il n'avait jamais été violent envers ma mère, seulement envers nous. Je ne le pensais pas capable d'aller jusque-là. Mais tout prouvait que c'était lui qui l'avait tué. Dans cette affaire, plusieurs experts médico-légaux ont travaillé de concert pour permettre de prouver la culpabilité du tueur. De toute évidence, il n'avait pas regardé suffisamment d'émissions policières, sinon il ne se serait pas fait prendre. Pour les enquêteurs, c'était presque trop facile. Je ne pense pas que Brian Eumert s'ait douté un seul instant que sa façon d'utiliser les contractions pourrait l'incriminer. Comment aurait-il pu le deviner ? Cette affaire illustre parfaitement comment les experts peuvent permettre de reconstituer le puzzle grâce à différents éléments médico-légaux.
et apporter au jury les preuves nécessaires pour condamner l'accusé sans l'ombre d'un doute. Au procès de Brian Humbert, ses deux plus grands enfants, David et Tracy, se sont installés chacun d'un côté du tribunal. David, 22 ans à l'époque, qualifiait son père de monstre, alors qu'au même moment Tracy, d'1 an sa cadette, clamait son innocence. Pourtant les preuves sont là. Et en plus, Brian a plaidé coupable. C'était pour nous protéger, moi, David et mon petit frère. Mais alors pourquoi Brian a accusé un temps son fils? S'agirait-il en fait d'un meurtre en famille? Le père et le fils complices? Mais en prison, le père de famille finira par avouer son crime à un codétenu. Il n'oubliera rien des détails les plus sordides. Malgré cela, Brian obtiendra un second procès pour le meurtre de sa femme. En 2013, le jury a confirmé sa première sentence. En France, en 2012, plus de 60 000 personnes ont été signalées disparues. Si la plupart étaient des disparitions se révélant être des fugues d'adolescents, un quart d'entre elles sont jugées inquiétantes et font l'objet d'investigations et d'enquêtes approfondies. Ce sont celles que l'on retrouve à la une de nos quotidiens. Enfants tombés entre les griffes d'un pédophile, jeunes femmes victimes de prédateurs sexuels. Dans l'affaire que nous allons suivre maintenant, une Américaine de 25 ans, fraîchement diplômée, débute sa vie active avec un emploi dans une compagnie d'assurance. Après un rendez-vous professionnel dans un quartier malfamé, la jeune fille ne donne plus signe de vie. Ses parents et ses amis s'inquiètent. Que lui est-il arrivé? La police est chargée de l'enquête. Au cours de l'été 2004, 4 ouragans s'abattent sur la Floride en à peine 2 mois. Résultat, plus d'1 milliard de dollars de dégâts matériels à travers l'État et des milliers de sans-abri. Les tempêtes ont touché beaucoup de gens. Même plusieurs mois après leur passage, on voyait encore des maisons avec des bâches en guise de toiture. Les compagnies d'assurance doivent faire face. Pour cela, elles envoient leurs experts d'un bout à l'autre de l'État. L'une d'entre elles se nomme Cathy Freshley. À 25 ans, elle vient à peine de finir ses études. En quelques semaines, on a été touché par un premier ouragan, puis un deuxième, un troisième et un quatrième. Les autorités étaient débordées. Après une semaine de travail difficile, Cathy a décidé de rejoindre des amis au restaurant le vendredi soir. Mais elle ne se rendra jamais au rendez-vous. Et ni sa famille ni ses amis n'auront de ses nouvelles de tout le week-end. Ma femme a essayé de l'appeler des dizaines de fois. Au bout d'un moment, elle a fini par s'inquiéter. Personne ne savait où elle était. Elle venait tout juste de mettre fin à une relation de 4 ans avec un garçon. Et pour la première fois de sa vie, elle était vraiment indépendante. Amy, la meilleure amie de Cathy, possède une clé de son appartement. Elle s'y rend aussitôt. À l'intérieur, rien n'a été déplacé, mais le chat n'a pas été nourri du week-end. Et surtout, il n'y a aucune trace de Cathy. Elle a tout de suite compris que quelque chose clochait. Elle nous a appelés en disant « Je ne veux pas vous faire peur, mais je n'arrive pas à trouver Cathy ». La police lance un avis de recherche pour la voiture de la jeune fille. En interrogeant son employeur, ils apprennent qu'elle avait rendez-vous dans le quartier de Sulphur Spring à Tampa chez un particulier pour une histoire de fuite sur le toit. C'était un quartier très malfamé. Cathy n'arrivait pas à trouver l'adresse. Et quand Amy est rentrée à leur bureau de NapQuest, elle a pu la guider par téléphone. Selon sa collègue, Cathy a fini par trouver la maison. Elle a dû raccrocher précipitamment parce que quelqu'un venait à sa rencontre. C'est la dernière fois qu'on a entendu le son de sa voix. Les parents de Cathy décident de se rendre eux-mêmes au 1503 Mulberry Street pour parler aux locataires, Jason Funk et Pamela Ince. Le jeune couple a emménagé 3 jours auparavant.
On était à peine installés que quelqu'un est venu frapper à notre porte pour nous demander si on avait vu Katrina Freshley dans les parages, ou tout du moins, une voiture de la compagnie d'assurance. Le couple leur répond qu'il était absent et qu'aucun d'eux n'a rencontré la jeune femme. Mais ce n'est pas tout. Ils n'ont jamais eu de fuite dans la toiture et le propriétaire ne leur a pas non plus parlé d'un rendez-vous pris avec un expert de la compagnie d'assurance. À moins de 2 km des lieux, les parents retrouvent la voiture de Cathy sur le parking d'un bar. Ils préviennent immédiatement la police. La voiture a été abandonnée avec les clés sur le contact. J'ai pensé qu'elle était dans le coffre. On avait envie de l'ouvrir pour savoir, mais on avait en même temps très peur de le faire. Mais le coffre est bel et bien vide. La seule chose qu'ils trouvent à l'intérieur, c'est le sac de Cathy, mais sans argent liquide ni carte de crédit. D'un côté, on était soulagés qu'elle n'y soit pas. Mais de l'autre, on n'était pas plus avancé et on ne savait pas où chercher. Les techniciens de l'identité judiciaire passent le véhicule au peigne fin. Il n'y a ni empreinte ni trace de sang à l'intérieur. En revanche, ils relèvent plusieurs cellules de peau sur le volant. Plus rien n'échappe aujourd'hui à la police scientifique. Le criminel aura beau prendre toutes les précautions, il lui sera difficile de ne pas laisser de traces derrière lui, se faisant trahir par son propre corps. Car, même si un délinquant porte des gants pour éviter de laisser des empreintes, même s'il s'est doté d'un masque afin de ne déposer aucun postillon de salive, et même s'il est coiffé d'un bonnet qui empêche au moindre de ses cheveux de tomber, les experts de la police scientifique pourront encore trouver des indices de sa présence grâce à des preuves microscopiques, les cellules de sa peau. Nous perdons en effet des millions de ces cellules quotidiennement. En se grattant la tête ou le cou, par exemple, l'individu va se débarrasser, sans le savoir, de milliers d'entre elles. On a tout de suite envoyé les échantillons prélevés dans la voiture de Cathy au laboratoire pour voir s'ils contenaient de l'ADN. Et on a réussi à isoler l'ADN d'au moins 2 personnes distinctes. L'un d'eux appartient à Cathy Freshley. L'autre provient vraisemblablement du tueur. À l'intérieur du véhicule, les techniciens ne retrouvent rien d'autre qu'une simple enveloppe de banque vide. Quoi qu'on lui ait fait, ça s'est passé à l'extérieur de la voiture. La police passe maintenant à l'enquête de voisinage. Et la chance sourit aux enquêteurs. La veille, un concierge a vu un homme abandonner le véhicule. Le témoin nous a décrit un homme de type caucasien d'environ 1,85 m. Il avait vu se garer, descendre de voiture et s'éloigner en marchant. Il n'avait pas verrouillé les portières et laissé les clés à l'intérieur. La police décide d'inspecter la zone comprise entre la maison où la jeune fille avait rendez-vous et le parking où la voiture a été abandonnée. Sur une intuition, l'enquêteur Masucci se rend du côté de la Hillsborough River. Il va y faire une terrible découverte. J'étais en train d'inspecter les bords du fleuve avec ma lampe torche quand j'ai vu une forme blanche flotter à la surface. Je suis allé voir ça de plus près et au bout de quelques secondes, je me suis rendu compte que c'était un soutien-gorge. Plus précisément, une bretelle de soutien-gorge. Et là, j'ai compris que je tenais quelque chose de concret et qu'on pouvait envisager le pire pour cette jeune fille. Très vite, les craintes de Masucci se confirment. Il s'agit bien de Cathy Freshley. Je me suis littéralement effondrée. C'était comme si on m'avait donné un coup de couteau dans le ventre. Et puis je me suis laissée tomber par terre. Je n'arrivais pas à y croire. Le corps de Cathy est resté environ une trentaine d'heures dans l'eau. Et la jeune fille a été violée. On n'imaginait pas qu'une telle tragédie nous arriverait un jour. On lit ce genre d'histoire dans les faits divers où on en entend parler à la télé, mais on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. L'autopsie révèle qu'elle a été frappée à la tempe avec un objet contondant.
C'était évident qu'elle n'était pas morte noyée, mais qu'on l'avait jetée à l'eau post-mortem. En fait, elle était peut-être même encore vivante quand on l'a mise là. On ne peut pas totalement écarter cette possibilité. Au niveau de la tempe, le médecin légiste remarque une blessure dont la forme est très inhabituelle. La forme de la plaie causée par l'objet contondant était très spécifique. Une marque circulaire d'1,2 cm. D'après le médecin légiste, l'arme du crime sera assez facilement identifiable si la police parvient à mettre la main dessus. Comparer l'arme du crime à la forme de la blessure ne serait pas difficile, et ce serait une grande avancée dans l'enquête. Mais elle ne relève aucun ADN sur son corps. Étape suivante, déterminer la distance que le corps a parcouru dans le fleuve avant que la police ne le retrouve. Cela permettra de savoir où le crime a réellement été commis. L'équation est simple. En s'appuyant sur le temps passé par le corps dans l'eau et sur la vitesse du courant, on peut déterminer la distance parcourue. Les enquêteurs apprennent l'existence d'un barrage en amont du fleuve. Et lorsqu'on ouvre les vannes, le courant est naturellement plus fort. Pendant les 28 heures que Cathy avait passées dans la rivière, depuis sa mise à l'eau jusqu'à ce qu'on la retrouve, le barrage était fermé. Ce qui signifie que le corps n'a quasiment pas bougé de son emplacement initial. Maintenant que les enquêteurs savent à peu près où le meurtrier a abandonné le corps, la maison du 1503 Mulberry Street devient de plus en plus suspecte. Elle n'est qu'à 300 mètres du lieu de la découverte du corps. Pourtant, ses occupants déclarent qu'ils étaient absents au moment des faits et que la mort de la jeune fille a été un véritable choc pour eux. Je crois qu'ils ne mesuraient pas bien l'ampleur de toute cette histoire. C'est comme si j'avais mis un voile sur mes émotions à ce moment-là. J'étais beaucoup moins affecté par cette histoire que ma copine. Je suis quelqu'un de réaliste. On ne pouvait rien y faire de toute façon, donc autant se calmer et laisser les choses suivre leur cours. Le couple n'est que locataire et selon lui, seul le propriétaire aurait pu téléphoner à la compagnie d'assurance. Jeff Freshley, le père de Cathy, décide alors de mener lui-même sa petite enquête. Il se rend chez le propriétaire pour l'interroger. Il lui avait effectivement téléphoné pour la faire venir, mais il ne l'avait jamais vue personnellement. Ça paraissait quand même un peu suspect. Face aux lenteurs de la police, il arrive parfois que des parents, anéantis par la disparition de leurs enfants, décident de mener leur propre enquête, voire de se faire justice eux-mêmes. Ce fut le cas du père de Kalinka, 15 ans, retrouvée morte dans son lit en 1982, alors qu'elle passait des vacances avec sa mère et son beau-père, le docteur Krombach, en Allemagne. André, le père de Kalinka, avait immédiatement suspecté le nouveau mari de son ex-femme. Il avait porté plainte contre l'homme en France et l'avait fait condamner par contumace en Allemagne. Mais l'Allemagne refusait de livrer le criminel. Excédé, André finit par organiser une opération commando et en 2009, il enleva Krombach et le ramena ligoté, bâillonné et blessé sur le sol français. Pour ce geste, le père de Kalinka sera jugé et risque 10 ans de prison. Mais revenons à notre histoire. Le père de Cathy a commencé sa propre enquête. Il est allé trouver le propriétaire de la maison où sa fille a disparu pour tenter d'en savoir plus. Alors va-t-il découvrir des éléments qui auraient échappé à la police? L'homme a un alibi. Le jour où Cathy avait disparu, l'un de ses employés ne l'avait pas quitté de toute la journée. Apparemment, il avait oublié de prévenir ses locataires que Cathy ou quelqu'un d'autre de la compagnie d'assurance devait passer constater les dégâts. Toujours à la recherche d'un suspect, la police décide de vérifier les mouvements bancaires sur la carte de crédit de Cathy pour voir si elle n'a pas été utilisée après sa mort. Et ça marche.
car les enquêteurs savent pertinemment que les criminels réfléchissent rarement aux conséquences de leurs actes. Sur les 4 tentatives de paiement avec la carte de Cathy, l'une d'entre elles avait réussi. Ça nous a mis sur une piste pour identifier le ou les suspects. Les enquêteurs se rendent donc sur chacun des lieux où la carte de crédit a été utilisée. Par chance, l'un d'entre eux est une supérette équipée de caméras de surveillance et la vidéo est très utile. On y voit un homme de type caucasien d'environ 1,80 m. D'après l'employé du magasin, l'homme lui a dit que c'était la carte de sa petite amie. Mais au lieu d'y apposer le nom de Cathy, il a signé de son propre nom. Jason Funk. Le locataire de la maison de Mulberry Street. On n'en revenait pas qu'il ait pu faire ça. Je ne comprends toujours pas ce qui a pu lui passer par la tête pour croire qu'il allait s'en sortir. C'était tellement stupide de faire ça. En inspectant le jardin de la maison du suspect, les enquêteurs découvrent les restes d'un feu. À l'intérieur, ils trouvent des morceaux calcinés de tapis et une boucle de ceinture. La boucle ressemblait beaucoup à celle que portait Cathy le jour de sa disparition. Les enquêteurs inspectent ensuite l'intérieur de la maison. Dans l'encadrement de la porte de derrière, ils trouvent une tache rouge suspecte. Puis sur le parquet de salon, des éclaboussures de sang. Quand j'ai remarqué ces traces de sang, ça m'a tout de suite frappée. J'ai compris que je me trouvais à l'endroit précis où Cathy Freshley avait été tuée. Les enquêteurs retrouvent également une carte de télépéage dont le numéro a été enregistré au nom de Cathy. Et sur une étagère au-dessus du four, sa carte de visite. Et il disait ne jamais l'avoir rencontré, alors que sa carte de visite était chez lui. C'est comme s'il avait joué au petit poussé avec nous. Pour finir, les enquêteurs font appel au médecin légiste pour tenter de retrouver l'objet contondant qui a servi à la tuer. En inspectant le salon, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Un pot d'échappement de moto d'1,20 m de long. On l'avait tellement bien nettoyé qu'il n'y avait plus aucune empreinte ou éventuelle trace de sang. À son extrémité, il y a un support de fixation arrondi. Cela servait à relier le pot d'échappement à la moto. Le médecin légiste mesure le support, puis le calque sur un cliché de la blessure de Cathy. Les deux images se superposent parfaitement. Le support de fixation correspondait parfaitement à la taille et à la forme de la blessure. Ça nous a apporté la certitude qu'il s'agissait bien de l'arme du crime. De plus, lors de son interrogatoire, les enquêteurs remarquent quelque chose d'étrange sur les baskets de Jason. Quand ils ont interrogé Jason Funk, ils ont remarqué des gouttes de sang sur ses chaussures. Tout du moins, ça y ressemblait fortement. Les résultats tombent. Il s'agit bien de sang humain. Puis, ils se souviennent de l'enveloppe de banque retrouvée dans la voiture de Cathy. En l'aspergeant de ninhydrine, ils parviennent à mettre au jour des empreintes parfaites. Plusieurs empreintes qui appartiennent à Cathy, mais aussi à Jason Funk. On avait enfin la preuve scientifique que Jason Funk était bien monté dans la voiture de Cathy. L'homme continue pourtant de clamer son innocence. Il dit n'avoir aucun rapport avec toute cette affaire et déclare qu'à l'heure du crime, il était en train de faire du jet ski sur le fleuve. Si j'avais été chez moi ce jour-là, qui vous dit que je n'aurais pas tout fait pour empêcher cette tragédie? Il n'y a rien. Aucune partie de moi n'a été épargnée par la perte de ma fille. Aucune. Que ce soit au travail, quand je fais du sport, quand je me repose, ça laisse un vide énorme dans votre vie. Elle était tellement joyeuse, tellement lumineuse, obstinée mais si gentille. Elle est irremplaçable. Ils le sont tous, mais pour moi, elle était spéciale. Pour le procureur, cela ne fait aucun doute.
la police a la preuve formelle de la culpabilité de Jason Funk. Quant au mobile, Jason a été condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle et il venait en plus de perdre son travail quelques jours avant le meurtre. La police avait déjà eu affaire à Jason Funk. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle et violence domestique. Mais son dossier ne présentait aucune condamnation pour crime de sang. On n'y trouvait rien d'aussi grave, avait déclaré à l'époque le porte-parole de la police de Tampa, Joe Durkin. Les victimes s'en étaient sorties saines et sauves à chaque fois. Elles avaient pu prendre la fuite à temps. Et c'est peut-être pour cette raison que la police n'en avait pas fait leur suspect numéro 1 au début de l'enquête. Car Joe Durkin l'affirmait. Rien dans le passé criminel de Jason Funk n'indiquait qu'il serait capable de commettre un crime si odieux. Le couple avait de gros problèmes financiers. La majeure partie de ses économies était passée dans la caution de la maison. Le mobile, c'était l'argent. C'est ce que je pense en tout cas. Grâce à l'appel téléphonique passé par Cathy à l'une de ses collègues, la police sait que la jeune femme s'est bien présentée devant la maison. Jason serait alors venu à sa rencontre. Sa voiture sont celles de Jason. On a finalement réussi à rassembler toutes les pièces du puzzle. En d'autres termes, on est parvenu à relier l'ADN de la victime à la scène de crime et aux vêtements du meurtrier présumé, plus précisément à ses baskets. Passible de la peine capitale, Jason Funk accepte de plaider coupable. En échange, il écope d'une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de liberté conditionnelle. C'est une tragédie pour tout le monde, pour notre fille, pour nous, mais aussi pour lui et les membres de sa famille. Aujourd'hui encore, Jason Funk maintient sa version des faits et assure avoir accepté de plaider coupable uniquement pour échapper à la peine de mort. Mais les preuves médico-légales ne mentent pas. C'est grâce à elle qu'on a réussi. On a réussi à mettre un meurtrier sous les verrous. Les enquêteurs et les experts scientifiques ont fait un travail exceptionnel. On ne les remerciera jamais assez pour ça. Pendant toute l'affaire, il n'a pas craqué une seule fois et je pense vraiment que sans les preuves médico-légales, le procureur n'aurait jamais réussi à le faire condamner. Un an après la découverte du corps sans vie de Cathy, ses parents divorcés, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, après la perte tragique d'un enfant. Selon le psychiatre et psychanalyste Daniel Oppenheim, l'homme et la femme ont la plupart du temps une façon très différente de vivre le deuil. Cette différence de réaction pourrait expliquer la rupture, mais d'autres facteurs rentrent aussi en compte. C'est par exemple le visage du père qui rappelle trop à la mère les traits de l'enfant disparu. Cela peut aussi être le père qui n'arrive pas à pardonner la faute d'attention de sa femme, alors qu'elle était censée surveiller le petit et le protéger d'éventuels prédateurs. Pour les parents, on le voit, la perte d'un enfant est dévastatrice. Pour eux, rien ne sera plus comme avant. Et c'est sur ce triste constat que s'achève cette émission. Bien sûr, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.